Un groupe de héros se dirige vers la sombre forêt pour une mission visant à libérer leur foyer. Ils manient tous des armes puissantes appelées Regalia, des armes qui leur confèrent un pouvoir bien supérieur à celui d'un humain ordinaire. Ils sont donc pleinement préparés à vaincre les bêtes obscures de la forêt. Cependant, dès leur arrivée, leur conducteur se fait projeter dans les abîmes par l'une des bêtes obscures. Les autres passent immédiatement à l'action, et leur chef, Stéphane, ordonne à tous de se mettre en formation alors qu'ils chargent droit vers le repère des bêtes obscures. L'utilisateur du cutlass commence à trancher tous les monstres sur son passage avec sa technique de tourbillon, et Stéphane utilise sa lame pour décapiter un serpent géant qu'il combattait. Cependant, même décapité, le serpent continue d'essayer de mordre Stéphane, mais à la dernière seconde, Alicia parvient à l'arrêter en lui transperçant l'œil avec son épée pour l'achever. Jusqu'ici, l'équipe s'en sort plutôt bien, et maintenant que tous les monstres faibles de la zone ont été éliminés, l'équipe s'aventure plus profondément dans la grotte pour traquer le seigneur des bêtes du Sud. Ils finissent par arriver au centre de la grotte et se retrouvent face à face avec Clévatès de la Claire de Lune, et vous savez que ça va mal tourner quand le monstre fait une entrée avec une aura qui se forme. Tout le monde peut sentir l'intensité qui émane de la bête, mais Stéphane est confiant que lui et son équipe peuvent surmonter n'importe quoi grâce au pouvoir de l'amitié. Peu importe, l'amitié ne les sauvera pas ici. Après avoir vu Clévatès peindre le mur avec le sang de Stéphane, je me demanderais si être un héros en vaut vraiment la peine. Mais le tank semble penser qu'il peut faire mieux, alors il saute en l'air pour l'attaquer, mais il est presque immédiatement décapité en plein vol. Les autres commencent enfin à réaliser qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, mais il est trop tard pour battre en retraite ou se regrouper car Clévatès a commencé à les éliminer un par un avec sa queue. Les autres sont confus car ils ne comprennent pas comment Clévatès les atteint si rapidement, mais Alicia réalise que les attaques de queue proviennent de leurs ombres, alors elle dit à tout le monde de sauter pour créer une distance avec l'ombre. Grâce à sa réflexion rapide, elle parvient à parer l'attaque de la bête et à survivre, mais les autres n'ont pas cette chance. L'un des héros survivants enfonce sa lance dans le sol pour invoquer un golem de terre, mais, toi et le sol ici êtes sous le contrôle de Clévatès, alors le héros ne peut pas terminer son golem, et plusieurs pointes de queue émergent du sol et le découpent. L'utilisateur de la lance essaie de charger et de dominer Clévatès, mais pendant que le type se bat pour sa vie ici, Clévatès se demande tranquillement comment des êtres aussi faibles que les humains ont réussi à pénétrer dans son repère. Il achève ensuite le reste des héros, ne laissant en vie qu'Alicia, qui a survolé les attaques avec son épée pour éviter d'être touchée. Elle finit par réussir à s'approcher suffisamment du visage de Clévatès pour lui porter un bon coup, mais même son attaque la plus puissante ne laisse qu'une égratignure sur Clévatès. Pendant ce temps, Clévatès est toujours plongé dans ses pensées car il ne comprend pas la stupidité qui a poussé les humains à attaquer son territoire alors qu'il n'a pas eu de conflit avec eux depuis plus de 1000 ans. Mais s'il continue à l'embêter comme ça, il va devoir trouver une solution plus permanente. Mais d'abord, il doit s'occuper d'Alicia, alors il lui tranche les membres et la fait tomber vers sa perte. Peu après, Clévatès atterrit brutalement dans le royaume humain, et il est là avec la vengeance en tête. Il était parfaitement content de laisser le royaume humain tranquille tant qu'il s'occupait de leurs affaires, mais ils ont dû essayer de conquérir son territoire. D'après ce que les héros ont dit avant le combat, ils ont été envoyés par le roi de Eden, alors il va devoir avoir une conversation avec lui à ce sujet. Les archers du royaume sont alertés de la menace, alors ils arrivent et visent Clévatès, mais sans surprise, ces flèches ne lui font absolument aucun mal. Mais malgré la différence de puissance évidente, il continue à attaquer comme si ça allait faire quelque chose. Clévatès est là uniquement pour le roi, alors il allait initialement ignorer tous les autres humains, mais comme il l'attaque maintenant, il les massacre tous sur son chemin vers le château. Les gardes du château commencent à préparer le reste de leur défense et pointent leurs catapultes vers Clévatès, mais leurs armes n'ont toujours aucun effet sur lui, alors Clévatès déchire les murs du château avec facilité. À l'intérieur du château, l'un des gardes va avertir le roi de l'attaque de Clévatès, mais le roi a déjà entendu tous les bruits de fracas, alors il sait à peu près ce qui s'est passé. Les héros qu'il a envoyés ont dû échouer à tuer Clévatès parce que les armes de Eden n'étaient pas encore assez puissantes. Il réalise que Clévatès est très probablement là pour lui, alors il n'y a pas d'intérêt à fuir maintenant car Clévatès le traquerait de toute façon. Cependant, même s'il va finir par mourir, le roi veut sceller la forge pour que les flammes de Eden ne s'éteignent jamais. Pendant ce temps, Clévatès est à l'extérieur, et il se demande pourquoi les humains ici sont si pitoyables comparés aux héros qui l'ont attaqué. Au début, il a pensé que c'était peut-être une sorte d'entraînement spécial, mais après que les gardes du château lui aient tiré des boulets cachés, il réalise que leur force résidait dans leurs armes. En y repensant, même si ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, l'épée qu'Alicia a utilisée pour trancher sa corne a en fait laissé une marque, ce qui n'aurait pas dû être possible. Même si les humains ne sont que des insectes pour lui, un insecte avec un dard peut toujours être dangereux, alors Clévatès prévoit de tirer cette affaire au clair. En même temps, dans les profondeurs du château, le roi va vérifier la forge de Eden. Mais soudain, les murs autour de lui commencent à trembler,
Alors il réalise que Clévatès doit être proche et scelle précipitamment la forge. Quelques instants plus tard, Clévatès arrache le toit du château, et dès qu'il repère le roi, il l'interpelle. Le roi essaie de paraître impassible et dit à Clévatès qu'il n'a pas le droit de lui parler comme ça, mais Clévatès lui dit de surveiller son ton car s'il le voulait, il pourrait anéantir tous les humains en un instant, et pas seulement les gens de Éden, il pourrait aussi s'en prendre aux habitants des royaumes voisins. Il aurait pu tuer le roi maintenant, mais même s'il le faisait, un autre roi finirait par apparaître et perturber à nouveau le territoire de Clévatès, alors il donne une chance au roi de Éden de s'expliquer. Il veut savoir pourquoi il a ordonné à ses héros de l'attaquer, mais au lieu d'expliquer réellement la raison, le roi crache pratiquement au visage de Clévatès, disant qu'une bête comme lui ne pourrait jamais comprendre l'ambition humaine. Clévatès a entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre, alors il tranche la tête du roi et commence à préparer des plans pour éliminer tous les humains de la surface de la terre. Cependant, alors qu'il sort de la ville détruite, il tombe sur un bébé qui pleure après que sa mère ait été écrasée sous des débris. Clévatès ne ressent aucune sympathie pour lui, alors il décide de continuer son chemin, mais là, la mère du bébé l'interpelle et demande à Clévatès de sauver son bébé. Clévatès est un peu stupéfait par la demande audacieuse de la mère, alors il lui rappelle que c'est lui qui a causé la ruine de ce royaume, et qu'il a même décidé d'exterminer tous les humains. Alors pourquoi voudrait-il sauver un enfant humain? La mère comprend son point de vue, mais quoi que les adultes aient pu faire pour mériter la colère de Clévatès, elle insiste sur le fait que le bébé n'a rien fait pour mériter un tel sort. Clévatès ne voit pas l'intérêt de discuter de l'innocence du bébé puisque tous les humains se valent pour lui, mais il est prêt à jouer le jeu, alors il demande à la mère si elle peut lui prouver la valeur du bébé. La mère sait qu'elle ne pourra rien prouver à Clévatès, surtout puisqu'elle va bientôt mourir, mais elle jure que si Clévatès accepte de sauver le bébé, il finira par découvrir sa valeur par lui-même. La mère meurt peu après, et Clévatès s'en va complètement impassible, mais il finit par revenir pour le bébé, donc le discours de la mère a dû le toucher. Il n'est toujours pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée de prendre ce bébé, mais comparé à sa longue durée de vie, la vie d'un enfant humain est à peine perceptible, alors il est prêt à s'en occuper par curiosité. Dans le pays d'Étia, il y a 5 races humanoïdes, la première est les Dains, un royaume de personnes nombreuses et très habiles en architecture, ensuite viennent les Orgites, un royaume de personnes excellentes en chasse et en médecine, les Sladènes, des personnes aquatiques habiles en natation et pêche, les Bantis, des personnes barbares qui sont fortes individuellement mais incapables de travailler ensemble même si leur vie en dépend, et enfin, il y a le royaume de Éden, ou plutôt, il y avait le royaume de Éden, car il n'existe plus. Ils étaient la plus ancienne des races humanoïdes et excellaient dans la forge d'armes, c'est ainsi que les lames de Éden ont été fabriquées. Il y a bien plus dans le monde que juste Étia, mais au-delà des frontières du continent, il est entouré de ténèbres de tous côtés. Ces ténèbres sont où vivent les bêtes obscures, et les 4 seigneurs des bêtes obscures, dont Clévatès, donc les humains n'ont jamais mis les pieds en dehors d'Étia. De retour dans la grotte de Clévatès, il a ramené le bébé avec lui, et après avoir effrayé toutes les bêtes pour s'assurer qu'aucune ne le mange, il se blottit près de l'enfant pour se reposer, mais maintenant il ne sait pas quoi faire de lui. Il peut lui donner un peu de son énergie pour maintenir sa force et éviter qu'il ne meure bientôt, mais le bébé est actuellement couvert de caca. Clévatès n'a pas signé pour ça, alors il attrape le bébé et le jette dans une fosse d'araignée sans hésiter. Le bébé se met immédiatement à pleurer, et je ferais probablement de même si j'étais entouré d'araignées, mais Clévatès le rassure en disant qu'il est en sécurité, les araignées de cette fosse ne mangent que du caca, alors il l'a jeté là-dedans pour le nettoyer. Mais ça ne le rend pas moins effrayant. Même après l'avoir remonté, il ne cesse de pleurer, et Clévatès commence à en avoir marre de ses pleurs constants. Mais en tant que seigneur des bêtes obscures, il ne peut pas revenir sur sa décision, alors il va devoir aller jusqu'au bout. Mais pour s'assurer que le bébé survive, il va avoir besoin d'un humain pour s'en occuper, alors il se dirige vers les héros qu'il a tués pour voir si l'un d'eux peut être utile. Quelques instants plus tard, Alicia se réveille et se retrouve à fixer le ciel, mais elle se souvient clairement s'être fait tuer, alors elle se demande si c'est l'au-delà. Cependant, dès qu'elle voit Clévatès, elle réalise qu'elle est toujours dans sa grotte. Elle cherche instinctivement son épée, mais Clévatès lui dit qu'il a déjà jeté toutes les armes, ainsi que les corps de ses alliés, dans le ravin. Cependant, elle avait l'air utile, alors il a décidé de la ressusciter. Actuellement, Alicia est en gros un cadavre ambulant, et la seule raison pour laquelle elle peut bouger est l'énergie obscure qu'il lui a insufflée. Mais ça suffit comme explication pour l'instant, alors il dit à Alicia de se rendre utile et de lui donner du lait. Il lui faut un moment pour réaliser ce que Clévatès vient de lui demander, mais il ne plaisante pas, et ce n'est pas une demande non plus, car il a vraiment besoin de ce lait, alors il utilise ses pouvoirs pour forcer Alicia à obéir. Cependant, après plusieurs minutes de succion, Clévatès finit par réaliser que ça ne marche pas. Alicia lui dit que ça ne marcherait évidemment pas parce qu'elle n'a jamais eu de bébé auparavant, et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Clévatès voudrait garder un bébé en vie en premier lieu.
Clévatès n'a pas l'intention de lui expliquer ses raisons, mais comme Alicia ne peut pas fournir de lait, il va devoir la rendre utile d'une autre manière. Le bébé ne mourra pas tant que Clévatès continue de lui donner de l'énergie, mais il sera perpétuellement affamé, alors il demande à Alicia s'il y a un autre moyen d'obtenir du lait. Alicia ne peut pas désobéir à l'ordre de Clévatès, alors elle lui dit qu'il devra engager une nourrice pour nourrir le bébé, mais pour ça, il devrait se rendre dans une ville humaine, et avec sa forme actuelle, il est sûr de causer la panique, alors il décide de prendre une forme humaine pour se fondre dans la foule. Il n'a pas beaucoup de références, alors il choisit de prendre la forme de la mère du bébé et dit qu'il s'appellera Crène, tandis que le bébé s'appellera Luna. Crène dit à Alicia de montrer le chemin vers le village le plus proche, mais avant ça, ils doivent s'arrêter pour qu'Alicia lave la couverture de Luna. Mais pendant qu'elle la lave, elle remarque que la couverture porte l'emblème royal de Eden. Pendant ce temps, dans ce qui reste de Eden, la nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue, alors un éclaireur a été envoyé pour inspecter les dégâts. Il n'arrive pas à croire qu'une seule bête obscure ait pu causer autant de destruction, mais c'est exactement pour ça qu'il pensait qu'attaquer l'un des seigneurs des bêtes était trop téméraire. Et le timing n'aurait pas pu être pire, car le jour de l'attaque était le jour où la princesse héritière était censée fuir le royaume avec son fils. De retour près de la rivière, Alicia affronte Crène et lui demande s'il savait que Luna était de la famille royale quand il a pris le bébé. Crène n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors Alicia souligne que le tissu dans lequel Luna était enveloppée portait l'emblème royal, et seuls les membres de la famille royale peuvent l'utiliser. Maintenant que Crène y pense, la femme dont il a pris Luna était écrasée sous les décombres du château, alors il est logique que Luna soit un membre de la famille royale, mais ça ne change pas vraiment les plans de Crène. Alicia demande ce qu'il veut dire par décombres du château, alors Crène lui dit carrément qu'il a détruit Eden et tué le roi la nuit dernière. Alicia ne peut pas croire que Eden a vraiment été détruit, mais Crène lui rappelle que ce sont eux qui l'ont attaqué en premier. Crène ne pense pas que ce soit grave, mais Alicia dit que c'est très grave parce que si Crène a vraiment anéanti Eden, et que Luna doit être le dernier membre de la famille royale, ça veut dire que des tonnes de gens vont le poursuivre. Crène demande pourquoi, alors Alicia explique que seuls les membres de la famille royale de Eden peuvent utiliser les techniques de forge spéciales utilisées pour fabriquer les armes de Eden. Mais juste après avoir dit ça, elle réalise qu'elle a révélé trop d'informations. Crène n'avait pas beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait faire avec Luna jusqu'à présent, mais s'il est vraiment si important, alors Crène ne verrait pas d'inconvénient à en faire le nouveau roi des humains. Comme ça, Crène pourrait tout contrôler dans l'ombre, et écraser les humains une fois pour toutes s'ils dépassent les bornes. Mais pour l'instant, ils doivent encore trouver du lait pour Luna, alors il dit à Alicia de se remettre en marche. Alicia ne sait toujours pas pourquoi Crène est si attachée à Luna, mais elle est certaine que s'il lui arrivait quelque chose, il tuerait probablement tous les humains du continent, alors Alicia doit le protéger à tout prix.